C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Manuel Valls va présenter ce mercredi en Conseil des ministres un projet de loi pour lutter contre la ghettoisation, un plan d'1 milliard d'euros qui prévoit notamment l'obligation pour les communes d'avoir 30% de logements sociaux, une refonte de la carte scolaire, la nomination de mini-préfets, une ghettoisation aujourd'hui en France qui ferait le lit, selon certains, du terrorisme. Après les attentats de Bruxelles, vous le savez, la commune bruxelloise de Molenbeek avait été pointée du doigt et le ministre français de la Ville, Patrick Kanner, avait estimé qu'une centaine de quartiers de France présentaient des similitudes justement avec Molenbeek. Alors est-ce le cas? Comment faire pour plus de mixité, plus de mobilité, plus d'emploi dans les quartiers défavorisés? Comment faire pour redonner de l'espoir à cette jeunesse des banlieues? On va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Stéphane Gatignon, bonsoir. Vous êtes maire de Sevran, qui est une ville de Seine-Saint-Denis, et vous êtes porte-parole du mouvement écologiste. Avec nous, Nadia Amour, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale Les Républicains, en charge de l'intégration. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le ministre de la Ville, Patrick Kanner. C'était le 27 mars. Il y a aujourd'hui, on le sait, une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec ce qui s'est passé à Molenbeek. Mais il y a une différence énorme aussi. Et je suis vraiment de tout cœur avec nos amis belges, et je n'ai pas de leçon à donner à la Belgique et ou à ses pouvoirs publics. Mais il est vrai que nous prenons le taureau par les cornes dans ces quartiers. Stéphane Gatignon, Sevran, dont vous êtes le maire, est-ce que c'est un Molenbeek à la française ? Déjà, je trouve ça dur parce que les pauvres élus de Molenbeek et les habitants de Molenbeek, aujourd'hui, ils ont quand même on a une vision d'eux qui est assez catastrophique. Donc j'aurais quand même une pensée à la fois pour les habitants et puis pour les élus de cette ville. Je pense que c'est pas évident pour eux. Non, je crois que, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas faire des raccourcis de cette façon-là, surtout si on veut combattre le terrorisme, quoi. C'est-à-dire qu'on sait, il y a 2 débats ou 3 débats qui fusionnent en un seul. La question de la lutte contre le terrorisme et les réseaux terroristes, la question de la radicalisation et du combat contre la radicalisation de certains jeunes, à la fois dans nos territoires, dans nos villes, etc., mais avec une situation en plus extrêmement poreuse. Et puis la question de ce qu'on peut appeler des formes de ghettoisation et de ce qu'on essaye de faire aussi au niveau local et au niveau national contre ces phénomènes de ghettoisation. Moi, j'ai jamais... C'est un ghetto, Sevran ? Non, mais il y a des formes et il y a des endroits où on peut aller vers la ghettoisation. Il y a des quartiers difficiles. Mais déjà, il faut comprendre qu'on est... en fait. Mais non, on est dans des villes très hétérogènes, y compris quand on voit la question, quand on dit des villes, on cible du doigt des villes. Mais aujourd'hui, tout est très poreux chez nous. C'est-à-dire que les liens entre Sevran, Aulnay, d'autres territoires en Seine-Saint-Denis, les gens ne s'arrêtent pas aux villes, quoi. Voilà, donc les réseaux, on voit bien, y compris sur des parcours de gens qui ont été radicalisés à Sevran. On voit bien, on a beaucoup parlé de Quentin Roy, le fils Roy, mais on voit bien qu'il devient... Il devient musulman radical, entre guillemets, il se convertit dans une mosquée à Aubervilliers. D'autres partent avec des gens d'une autre mosquée, d'une salle de prière radicale en Seine-Saint-Denis. Donc on voit bien que c'est sur ces territoires. Après, la question, c'est d'agir en conséquence sur ces territoires. Mais il faut avoir cette vision-là. Et après, vous dites qu'il ne faut pas une vision monolithique, c'est finalement ce que dit Libération dans sa contre-enquête. Absolument, il y a eu la contre-enquête dans l'IB, mais et puis il y a un truc important aussi, c'est qu'on est des villes-mondes. J'entendais, il y a Anne Hidalgo répète toujours, on est des territoires. Mais c'est vrai, mais on a des gens qui viennent des 4 coins du monde et qui sont français aujourd'hui. Mais ils viennent des 4 coins du monde, donc on a chez nous, la question du religieux est une vraie question. Elle est sur l'espace public, mais c'est pas que par rapport aux musulmans, c'est aussi par rapport aux évangélistes, par rapport aux hindouistes, aux bouddhistes, etc. Et il faut gérer et réguler tout cela. Donc voilà, je crois que... C'est ça la difficulté. On va essayer de difficulté, trouver... non, il faut qu'on comprenne ça. Et il faut qu'on l'accepte et qu'on travaille là-dessus. Parce qu'après, les gens, ils sont tous français, mais on se monte un monde cosmopolite. Et ça, il faut le comprendre. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas... Les villes de banlieue ne sont pas toutes des Molenbeek. C'est vrai qu'il y a des quartiers, et très souvent, vous l'avez dit, elles sont duales, entre une zone pavillonnaire plutôt classe moyenne, et puis des poches de pauvreté et de ghetto où on entasse les minorités. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le ministre de la Ville, que je trouve particulièrement désastreux pour la politique... pour la parole publique. Voilà un ministre qui est au pouvoir depuis 4 ans et qui nous annonce aujourd'hui qu'il y a plus de 100 ou 200 Molenbeek en France. Je me demande
qu'est-ce qu'a fait cette majorité depuis 4 ans, depuis 2012 ? Non, mais ça, Nadia Amour, franchement, on peut remonter plus loin parce que le problème de la ghettoisation. Oui, mais c'est aggravé. Je ne fais pas du tout de politique politicienne. Oui, mais c'est un peu quand même, c'est un peu de la politique politicienne parce que ce qui a été fait sous Nicolas Sarkozy, finalement, est-ce qu'il a décloisonné ces ghettos ? On n'en est pas certain. On a fait beaucoup de choses et je pense que maintenant, on a un bilan finalement, avec la majorité socialiste. On peut maintenant essayer de plier son orgueil et de voir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Vous parliez du projet de loi qui sera présenté demain au comité interministériel de l'égalité et de la citoyenneté. Moi, je suis effondrée devant la vacuité de ce projet de loi. Il n'y a absolument rien dedans, si ce n'est qu'on va apprendre un peu plus le français aux personnes qui vivent dans ces quartiers, si ce n'est qu'on va leur promettre un diplôme national de hip-hop pour la jeunesse. Il n'y a pas que ça quand même, Nadia Amour. Oui. Vous êtes un peu dur là quand même. Enfin, moi, je sais pas à moi de défendre Manuel Valls, mais si j'ai regardé quand même, il y a quand même la refonte de la carte scolaire, et puis surtout, il y a la question de la carte scolaire. Ils l'ont déjà fait. Oui, enfin là, il y a plus de mobilité encore. Sur les collèges. Voilà, sur les collèges. Et surtout, il y a la question des logements sociaux. Et ça devrait vous intéresser. Oui, alors ça m'intéresse. Valérie Pécresse, elle va un peu dans ce sens-là. J'aimerais venir sur ça exactement. Dans ce fameux projet de loi, il est dit qu'il sera permis aux préfets, aux bailleurs, de faire un surloyer pour les classes qui dépasseraient un peu les classes moyennes, parce qu'en l'occurrence, ce sont des classes moyennes, qui dépasseraient un peu le plafond de loyer. Est-ce que c'est comme ça qu'on va attirer des nouvelles populations avec un niveau de vie un peu plus élevé ? On va concentrer de plus en plus des classes pauvres dans ces quartiers et on va faire fuir les classes moyennes. C'est pas comme ça. Et quand je vois ce que fait Valérie Pécresse au sein de la région Île-de-France, où elle dit qu'elle va mettre un plafond de 30% pour à ne pas dépasser sur les logements sociaux. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est une sorte de loi SRU à l'envers pour interdire aux communes qui font leur beurre des logements sociaux et des populations comme vivier électoral. Je trouve que c'est une très bonne chose et c'est pas comme ça qu'on va lutter contre la ghettoisation, au contraire. Stéphane Guettillon, justement sur le plan que propose Manuel Valls, tout d'abord concernant les logements sociaux. Je n'ai pas eu le temps, franchement, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de bien le dire. Oui, Simplement, moi, par principe, je suis... Attendez, je vais vous répondre. Simplement, je suis contre le surloyer. Voilà, je pense que c'est une mesure qui a déjà été faite il y a très très longtemps, dans les années 80, c'est ce qui a provoqué. Il faudra le dire à votre majorité. La dernière rupture, mais je l'ai toujours dit, du temps de la droite et de la gauche, j'ai aucun souci là-dessus. Et je suis intervenu auprès des ministres de gauche avant 2002 et auprès des ministres de droite et à nouveau auprès des ministres de gauche. Simplement, c'est qu'on voit bien, y compris quand ça a été mis en place dans les années 80 dans les quartiers, ça a été la première rupture qu'on a connue avec tout un tas, une classe moyenne qui existait et qui a quitté ces villes. Ces quartiers et souvent ces villes. Et je pense qu'y compris le surloyer, dans nos territoires, ne devrait pas être appliqué, y compris dans les centres-villes ou les quartiers qui sont proches d'autres quartiers. Voilà, hein. Il faut qu'on arrive à rester là-dessus. Ensuite, on travaille déjà sur des formes de mixer un peu la typologie de logement qu'on peut avoir, y compris dans des formes de logement social. On se bat, moi ça fait 15 ans que je me bats sur ce vent pour avoir par exemple du PLS. PLS c'est du logement intermédiaire qui correspond à des classes, entre guillemets, des catégories supérieures qui peuvent venir s'installer. Ou en ce moment on travaille, nous, pour avoir ce qu'on appelle du logement intermédiaire. Comment vous pouvez les inciter à venir s'installer à Mais Sevran, simplement parce qu'il faut des villes qui tournent. Parce qu'aujourd'hui on travaille, nous, sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui Sevran, c'est une ville qui va avoir 2 gares du Grand Paris. On est sur un projet de restructuration de la ville et que les choses avancent. Oui, on est ancré dans les plans de rénovation urbaine. Depuis Borloo, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un bon ministre de la ville qui était François Borloo. Jean-Louis Borloo, excusez-moi, et que depuis le temps, on travaille là-dessus. Et qu'on arrive aujourd'hui à une situation où les choses peuvent se faire. Il y a eu des démolitions, des reconstructions, des restructurations. On est dans des villes aujourd'hui où, avec le métro qui va arriver, ça donne d'autres perspectives. Vous pensez qu'à Sevran, vous allez pouvoir faire venir de la classe moyenne et puis de l'activité. Et puis aussi avoir, parce qu'on a une population riche. Ce qu'il faut bien comprendre, il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, on est dans des populations, je vous ai dit, les gens viennent des 4 coins du monde. Les gens, il y en a beaucoup qui sont très ancrés, les jeunes notamment, sont totalement dans le nouveau monde. Ce qu'on peut appeler le nouveau monde, c'est les nouvelles technologies. C'est aussi une forme de libéralisation. Vous savez, en banlieue aujourd'hui, je ne pense pas que la star, ce soit Aubry et le RSA. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, et de référence à gauche si on veut, c'est plutôt Macron. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vision un peu libérale et de se prendre en main. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas, moi, ce qui me chagrine depuis 15 jours dans la discussion, ce qui me fait mal dans la discussion, non, mais parce que c'est aussi une reprise en main. Putain, il faut que les gens se prennent en main aujourd'hui. C'est la question de la responsabilité.
responsabilité des élus, des citoyens, à la fois dans la lutte contre le terrorisme, on en parlera certainement après, mais à la fois sur ces questions, il faut que les gens se prennent en main. Et donc, y compris les pauvres, ne sont pas voués à être pauvres toute leur vie. Et je pense qu'à un moment, quand on leur dit battez-vous, avancez, c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est comme ça qu'on a une société ouverte et qu'on va déborder le reste. Moi, j'aimerais juste revenir, excusez-moi, sur la mixité sociale. Oui, mais justement, sur les logements sociaux, vous dites c'est bien finalement qu'il y ait des plafonds, hein, c'est ce que propose Valérie Pécresse, dans des zones déjà où il y a le logement social. Mais c'est pour un moment, il faut aussi qu'il y ait une mixité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bien, il faut en mettre partout. Oui, il faut mettre du logement social partout. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de maires de droite, et c'est vrai. On voit ce qui s'est passé, et de gauche aussi. Bien sûr. Mais vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, à Boulogne, c'est-à-dire dans des localités, des mairies riches, parce que ça où les gens ne veulent pas des gens pauvres. C'est horrible à dire. Moi, je veux juste vous rappeler un chiffre. Sur 1300 communes en Ile-de-France, 96 accueillent plus de 30% de logements sociaux. Est-ce que c'est équilibré, ça, dans la région ? Non. C'est pour ça que je salue vraiment la démarche de Valérie Pécresse qui souhaite absolument interdire de dépasser ce seuil de 30%. Oui, mais est-ce qu'elle va pouvoir convaincre, la démarche Valérie Pécresse, c'est peut-être bien, mais est-ce qu'elle va pouvoir convaincre les maires de droite et de gauche, qui sont dans des communes riches, de créer justement des logements sociaux ? Ça va être ça, sa difficulté à Valérie Pécresse. Il va falloir l'expliquer, faire de la pédagogie. Moi, par exemple, je vous retiens juste un mot là-dessus. Moi, je dirais simplement, je suis pour que les maires qui ne respectent pas la loi SRU soient inéligibles. Je pense que c'est aussi à nous, on parlait de responsabilité, il faut aussi que les maires respectent la loi. Il y a des maires, ça fait 15 ans, qui ne respectent pas la loi, mais je ne vois pas pourquoi ils sont toujours maires. Il y a un moment, il faut trancher. Chacun doit être responsable. Les amendes existent, mais les gens, aujourd'hui, il y a tout un tas d'élus. Moi, j'en vois proche de Sevran, ils préfèrent payer les amendes que construire, parce que c'est peu, finalement, les amendes, que construire. En plus, c'est les citoyens, c'est tout le monde, à travers leurs impôts, qui payent, alors que c'est des décisions politiques. Juste pour revenir sur la mixité, vous parliez finalement de bilan équivalent entre celui de l'ancien président Nicolas Sarkozy et François Hollande. Moi, je suis désolée. Lorsque on était au pouvoir, parce que j'étais en cabinet ministériel auprès de 2 ministres de la ville, on a quand même mis des dispositifs en place, et M. Gatignon ne me contredira pas, pour justement injecter de la mixité. On a créé des internats d'excellence, on a créé les bourses au mérite. Aujourd'hui, on parle de retour de la mixité dans les quartiers, mais d'un autre côté, on va supprimer les classes bilingues, on va supprimer les classes internationales, on va supprimer le latin dans les classes de banlieue qui permettait quand même d'attirer les classes moyennes. Aujourd'hui, ça ne va plus être possible. Comment est-ce qu'on va faire de la mixité dans ces quartiers ? Je me le demande. Je suis convaincue encore aujourd'hui que c'est de la poudre aux yeux, que François Hollande a été élu sur ses promesses qu'il a fait à cet électorat populaire. Et à la place de cet électorat, moi, je serais extrêmement déçue. Stéphane Gatignon et cette idée de Manuel Valls de nommer des mini-préfets, justement pour prendre le... C'est une vraie blague. Ça a l'air... Non, mais mini-préfet, c'est-à-dire pas le bon terme. Parce que c'est le terme pour toi qui est un peu... On a déjà les délégués, on a déjà 350 délégués du préfet. Ouais. On a des sous-préfets villes. On a des préfets délégués à égalité des chances. Excusez-moi, je ne me vois pas appeler un préfet monsieur le mini-préfet. Ça déjà, c'est impossible. Enfin, je veux dire, on bureaucratise. Exactement. Voyez, on a autre chose à faire quand même avec l'argent public. J'ai une vision de la République et des institutions qui fait que je ne peux pas appeler un préfet un mini-préfet. Là, déjà, sur le principe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire donc, pour la mixité sociale ? Donc, il y a la question des logements sociaux. Vous vous dites à ce moment, et puis du type. Et l'enseignement, l'éducation, c'est tellement important, l'éducation. C'est-à-dire qu'un enfant de banlieue puisse aller étudier peut-être dans un autre lycée, qui est peut-être un échange, etc. Est-ce que c'est possible, ça ? Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut qu'on ait une autre vision. Non, mais attendez. Il y a déjà, nous, on est responsable d'éducation primaire. Si on a une volonté politique, ça peut être possible. Au niveau primaire, je pense qu'il y a la question aussi des moyens, la question de ce qu'on fait. Les tables, par exemple, ont été mises. Chacun fait un peu comme il peut, j'allais dire. Les élus locaux font un peu comme ils peuvent. Voilà, je trouve que, y compris sur les questions du sport et de ce qu'on peut faire dans l'étape, nous, on fait des trucs super dans l'étape. Mais je trouve que, voilà, d'une ville à l'autre, on va pas avoir la même chose, par exemple. Ça peut. Il y a un problème quelque part. Donc, il faut revoir ça. Et puis, je pense qu'après, là, on parle du secondaire. Moi, je pense que le secondaire, effectivement, essayer de mettre un peu, essayer de mixer un peu les différents lycées, collèges du coin. En plus, on n'est pas en région. C'est-à-dire qu'il y a pas les collèges sont pas très éloignés les uns des autres. Donc on peut imaginer ça. Mais en même temps, je vois moi les résultats au lycée de Sevran, par exemple, je vois qu'ils sont aujourd'hui 8e résultat en Seine-Saint-Denis. Il est juste derrière les grands lycées de Bouloche, enfin, qui sont très connus au Rincy, etc. Ils sont quasiment ex-aequo. C'est-à-dire que les résultats dans les lycées sont bons. Voilà, chez nous, en tout cas à Sevran, les résultats sont bons. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui se passent. Voilà, moi, mon inquiétude aujourd'hui par rapport aux jeunes... je vais vous dire, l'emploi, un premier point déjà, il faut supprimer les charges de 0 à 5 salariés, à la fois pour combattre le travail au noir. 40% de la jeunesse au chômage dans les quartiers. Il faut
combattre le travail au noir et offrir les gens qui créent leur boîte et offrir la possibilité aux petites boîtes de pouvoir embaucher. Et déjà, là, le seul moyen de créer de l'emploi aujourd'hui, c'est par ça. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais que de temps perdu. Supprimer les charges de 0 à 5 Gattolin. salariés. C'est les TPE qu'il faut aider aujourd'hui. C'est pas les grands groupes. Les grands groupes, on leur donne déjà de l'argent. Ils ne créent plus d'emplois. Les grands groupes, il faut aller à fond sur les petites entreprises. Aider ceux qui sont dans de nouvelles technologies, etc. Et c'est par là que ça bouge. Et chez nous, les gens, moi, mon problème aujourd'hui, c'est tout un tas de jeunes qui sont justement de cette jeunesse, ce tissu français, mais cosmopolite. Leur objectif, souvent, malheureusement, c'est de partir en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, en Europe du Nord, en Australie, pour faire leur vie, Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est pour l'excellence, j'ai envie de dire. Mais là, c'est le quotidien, mais pas seulement. Mais écoutez, là, vous regardez quand même le verre à moitié plein, pardonnez-moi. Mais recréer de l'emploi, décharger les 0 à 5 salariés, c'est comme ça que vous allez créer de l'emploi. Oui, mais quand vous me dites, ils rêvent de partir au Royaume-Uni, mais il y en a plein. Mais sauf qu'il y en a. Mais attendez, le problème. Il y en a qui n'ont pas de diplôme quand même, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas ces perspectives. Aidons-les par rapport aux petites boîtes. La réalité, c'est que de plus en plus de jeunes, maintenant. Aidons les SCOP, aidons ceux qui bossent. Par exemple, c'est la question du Grand Paris. Comment les jeunes de nos quartiers vont pouvoir s'intégrer à ces travaux sur le Grand Paris. C'est-à-dire qu'il y a la question de la formation. Il faut peut-être revoir aussi comment... Il faut reformer peut-être à ces métiers-là. Il faut peut-être cibler plus sur la formation. On sait qu'il va y avoir des grands chantiers. Comment on fait retravailler les gens là-dessus ? Voilà. A priori, la jeunesse n'intéresse pas le gouvernement aujourd'hui, notamment la jeunesse des quartiers, qui était protégée jusqu'à présent par les diplômes, parce qu'on a aussi une jeunesse très diplômée dans les quartiers, qui est aujourd'hui, souffre du chômage, n'arrive pas à trouver de l'emploi. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là ? On aurait pu profiter de ce projet de loi pour mettre des mesures en faveur de l'emploi de ces jeunes des quartiers. On a tout détruit. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement dans ces quartiers, on a privilégier une politique qui est assise sur du sociétal. On a fait de la promotion du sociétal pour quelques-uns et de la régression sociale pour tous. Voilà aujourd'hui comment on peut résumer la politique du gouvernement. J'ajouterais que la politique de la ville, qui avait été quand même sanctuarisée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a baissé de 14% entre 2012 et 2014. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Bon, ça, on ne va pas faire la bataille des chiffres. Mais Stéphane Gatiot, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même ces jeunes. Il y en a 6, je crois, qui sont de Sevran, qui sont partis pour la Syrie. Non, attendez. Entre 12 et 14 sont partis pour la Syrie et l'Irak, combattre. Il y en a entre 4 et 6 qui sont décédés. Moi, je n'ai même pas les chiffres précis. Voilà. C'est-à-dire quand on est élu aussi, il faut bien se rendre compte qu'on fait monter de l'info. Alors, le problème de cette jeunesse, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a quand même un retour quand même sur le religieux. Tout d'abord, est-ce que vous l'avez constaté à Sevran ? Et est-ce que ce retour sur le religieux, s'il existe, est-ce qu'il est lié à un vrai problème identitaire ou plutôt à des problèmes socio-économiques ? C'est-à-dire une jeunesse qui finalement n'a pas de boulot et qui se replie finalement sur le religieux, qui est une sorte d'échappatoire. Il y a deux choses. Un, il y a un retour du religieux, qui n'est pas seulement musulman. Je parlais des évangélistes, je parlais de tout ça. Aujourd'hui, les églises sont pleines. À un moment, il faut aussi le dire. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a des ruptures dans la société, parce que je pense qu'on n'a pas donné à la banlieue depuis des décennies, et je mets droite et gauche, enfin, même s'il y a eu des bons ministres, c'est pas la question, mais je pense qu'on n'a pas vu ce qui se passait là. Et je pense qu'on est sur une vision de la France qui est ancienne aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter ce cosmopolitisme, accepter cette hétérogénéité de nos territoires, avec des gens qui viennent des 4 coins du monde, mais qui sont français, c'est une réalité. Après, je pense qu'il ne faut pas mélanger la question du religieux et la question du terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour combattre le terrorisme, qui est une vraie question, moi, on ne peut plus accepter qu'on ait des jeunes qui partent. Aujourd'hui, il faut quand même... Par exemple, je vais vous dire juste un mot. Simplement, après les attentats, tout le monde a dit, les imams, effectivement, dans les mosquées en France, ne parlent pas bien le français. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Moi, à Sevran, avec des gens... Il y a aussi ceux qui prêchent des discours de haine. Oui, mais ceux qui prêchent des discours de haine, mais ça, on peut les connaître. Il y en a qui sont français, hein. Mais il y a l'imam de Brest qui dit aux enfants n'écoutez pas de musique si on va vous transformer en... Le problème aujourd'hui des imams, c'est que beaucoup dans nos mosquées, avec des grandes populations musulmanes, ne parlent pas français, et donc ont un problème de lien et d'expliquer la religion telle qu'est la religion aux jeunes. Et donc comment on fait ? Moi, à Sevran, concrètement, avec des associations, on a monté une structure qui permet, en ce moment, il y a 8 imams de Seine-Saint-Denis qui apprennent le français pour pouvoir être là-dedans. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi redonner confiance à la composante, aux musulmans, pour qu'eux aussi s'engagent dans tout cela et travaillent là-dessus et combattent le terrorisme. Je pense qu'il faut qu'on fasse quand même attention de ne pas se dire que derrière tout musulman, il y a un terroriste potentiel. Sinon, je ne sais pas où on va. Non, mais il faut faire attention. Je m'en méfie, parce que c'est ce qui nous a conduit dans le mur aujourd'hui. Depuis maintenant 40 ans, la gauche est complètement aveuglée sur justement ces questions
dynamique religieuse au sein des religions. Et je suis désolée, aujourd'hui, quand on voit ceux qui sont partis faire le djihad et qui sont responsables des attentats de Paris et de Bruxelles, ils ont tous dans leur bibliothèque des livres du parfait terroriste, du parfait musulman. Ils sont aussi happés par cette sorte de messianisme qui peut-être comble un vide, mais qui n'est absolument pas mettre au compte des difficultés sociales ou économiques. Je suis désolée, moi je suis une enfant aussi de la banlieue, j'ai aussi vécu, je suis aussi issue d'une famille très très modeste, c'est pas pour ça que je suis devenue une délinquante. Donc il faut absolument faire la distinction. Nombreux sont des convertis. D'abord, nombreux sont des convertis. Bien et sûr. des gens qui, à l'origine, sont d'autres religions, etc. Il y a aussi des jeunes qui sont issus de milieux sociaux favorisés. Mais bien sûr. sûr. On a tous les profils. Il y a tout, absolument. La dynamique religieuse est dangereuse. On l'a vu. Il faut juste se rappeler un peu l'histoire. On a eu les croisades qui ont été aussi alimentées par cette dynamique religieuse. On a eu les guerres de religion en France et en Europe. Donc, il y a cette dynamique religieuse il faut absolument pas se voiler la face sur ça. Et surtout l'enjeu, madame, vous savez bien, c'est le pouvoir derrière. Et donc, il y a des enjeux souvent religieux. C'est pas comme ça qu'on avance, et c'est pour ça, c'est à cause de cet aveuglement et qu'est-ce qu'on fait par rapport et de cette ambiguïté qu'on va aujourd'hui dans le mur. Sauf que, madame, aujourd'hui, on a un problème. On sait très bien qu'il y a eu des attentats. Et comment, aujourd'hui, on va combattre la radicalisation réellement et quel est le rôle de chacun là-dedans? Ça, c'est le vrai sujet aujourd'hui. Voilà, et ça sera un autre débat. Merci beaucoup, Stéphane Gatignon, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup, Nadia Amour. Vous restez avec moi, on accueille Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Bonsoir Karim, Bonsoir, on va parler de Nuit debout. Je crois qu'il y a encore des centaines de personnes qui sont ce soir place de la République, qui sont revenues après l'évacuation. Alors ils sont revenus après l'évacuation, mais le mouvement se pose des questions. En tout cas, c'est ce qu'explique ce site internet, celui d'Arrêt sur Image. Comment durer, se muscler la nuit debout réfléchit, parce que c'est vrai qu'on arrive au 41 mars, je crois, pour ceux qui comptent selon le calendrier Nuit debout. Eh bien, maintenant, il faut réussir à être pérenne, à durer dans le temps. Alors, ce n'est pas forcément évident, parce que ce mouvement, nous explique Arrêt sur Image, refuse d'avoir des leaders en quelque sorte, même s'il y a certaines personnalités de gauche qui émergent un petit peu et qui s'expriment plus que les autres. Du côté de ceux qui sont au cœur du mouvement, on explique qu'on a refusé des dizaines de demandes d'interview des médias traditionnels. En tout cas, sur le terrain, Nuit debout existe bel et bien et semble s'étendre. C'est ce qu'explique le site des Échos, qui a concocté sur son site internet une petite carte interactive du mouvement. Alors, il y a des points sur la France, des points rouges, des points oranges. Alors, il n'y a pas toujours énormément de monde sur ces points désignés sur cette carte, mais à chaque fois, on se rassemble, on discute, on débat. Évidemment, sur Facebook, le mouvement est, lui, très actif. On partage des images, comme ici à Lyon, ou encore dans d'autres villes, loin de notre pays, à Madrid, par exemple, Paris, évidemment, ou encore Montreuil, puisque un certain nombre de médias le soulignaient aujourd'hui. Le mouvement gagne du terrain dans les banlieues, notamment autour de Paris. Et vous le disiez, le mouvement a été évacué. Les échanges continuent. C'est un tweet publié il y a quelques heures sur le compte Twitter de Nuit debout. Nuit debout qui reprend des couleurs d'après ceux qui alimentent ce compte Twitter. Alors évidemment, un certain nombre de politiques ont réagi. Jean-Christophe Cambadélis considère qu'il faut des CRS debout pour encadrer Nuit debout. Ce n'est pas forcément évident si on commence à se rendre compte que ce mouvement s'étend un petit peu partout en France. Est-ce qu'il faut des CRS partout en France? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors évidemment, il y a... Pardon ? Je pensais aussi qu'on était en état d'urgence. On peut autoriser ce genre de manifestation. C'est le genre de critique qui a émergé notamment du côté de la droite. Il faut laisser ce type de mouvement malgré l'état d'urgence? Je pense que la question d'état d'urgence, c'est vraiment complexe. Voilà. Je pense que la société a besoin de débat. Enfin, c'est l'implosion aussi, une forme d'implosion de la société française. Et on voit bien que certains leaders de gauche voudraient y aller, n'y vont pas. C'est assez drôle. J'ai même vu qu'NKM avait visiblement dit qu'il fallait aller voir et discuter avec eux. Donc je pense que ça fait partie de cette recomposition politique qui est en train de se passer. Je pense que c'est intéressant, c'est inquiétant aussi, mais je pense que la question d'état d'urgence, c'est une vraie question. Et je remarque juste aussi que la France majoritaire ne fait pas du tout partie de ces nuits debout, parce que pour ceux qui se lèvent tôt le matin, il est difficile
débattre toute la nuit pour ensuite être frais pour aller au travail. Après, on ne peut pas nier qu'il y a aussi une vraie variété des personnes qui sont présentes sur la place de la République et un petit peu ailleurs. En tout cas, vous parliez de NKM, c'est intéressant parce qu'il y a un article de Métro News, qui s'arrête sur ceux qui récupéreraient presque le mouvement. Ségolène Royal qui y voit l'avènement de sa démocratie participative. NKM qui aimerait bien aller faire un petit tour là-bas. Et puis Thierry Mandon qui en profite pour égratigner Emmanuel Macron en expliquant que c'est toujours mieux que Macron, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Et puis Pourri Amirchahi, qui a quitté le Parti socialiste il n'y a pas très longtemps, et il voit un poème contre l'état d'urgence. Olivier Besancenot, lui, occupe le terrain. Et puis Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas récupérer, mais qui aimerait bien que le mouvement le récupère. C'est presque la même chose, diront certains. En tout cas, Nuit debout interpelle les politiques. Un dernier article à lire sur cette question. Du côté du Monde, il y avait énormément de photos qui ont circulé ce week-end autour de Nuit debout, justement. Celle-ci a été attribuée au mouvement par un Britannique. En réalité, cette image n'a strictement rien à voir. C'était au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Nuit debout ne rassemble pas encore autant de monde. Et puis, il y a aussi ces images de casse qui n'avaient strictement rien à voir. Un élu Front National l'a partagé sur son compte Twitter. C'était des images qui dataient de 2009 et c'était à Athènes. Merci beaucoup, merci Karim. Merci Nadia Amour, merci Stéphane Gatignon d'être venu sur le plateau de France 24. Je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée, à demain.